Alors, il y a deux personnes qui vont s'exprimer à travers moi ce soir, un chercheur et un trouveur. Alors, je vais laisser place au chercheur. Bonsoir, je suis chercheur. Le chercheur que je suis a fait une observation il y a quelques années. L'observation est la suivante. J'ai observé que les 15-20 premières années de notre vie, on nous apprend que, et à juste titre, que le plus important, c'est d'accéder à la connaissance, lire, savoir, écrire, compter. Et pour ça, on nous enseigne les équations qui permettent d'accéder à la connaissance. B plus A égale bas, le fameux B à bas, 1 plus 1 égale 2, équation que nous déclinons à l'infini tout au long de notre scolarité pour, à la fin du brevet, à la fin du collège ou à la fin du lycée, obtenir un diplôme qui permet d'attester et de prouver que nous avons acquis un socle de connaissances solides. Très bien. Je ne remets bien sûr pas du tout ça en cause et en question. J'observe juste, en tant que chercheur également, quelques signaux faibles, qui deviennent de moins en moins faibles depuis quelques années, voire quelques décennies. J'ai dû faire des choix, parce qu'il y a beaucoup de signaux, j'en ai pris quelques-uns, 3 en l'occurrence, qui indiquent un rapport peut-être différent que nos sociétés vont devoir avoir différemment par rapport à la notion de connaissance. Premier indicateur, la question de la compétence, des études très sérieuses illustrent qu'à l'échelle macroscopique mondiale et de façon moyenne, la durée de vie d'une compétence est de plus en plus courte. Dans les années 80, une compétence avait une durée de vie d'une trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est une durée de vie de 2 ans, ce qui pose une question fondamentale sur à quoi bon apprendre des choses si dans 2 ou 3 ans, ce que j'ai appris sera déjà caduc. Premier signal faible. Deuxième signal faible, cet indicateur qui est sorti dans les années 2017, dont on a beaucoup parlé, une fameuse étude qui disait qu'en 2017, 85% des métiers de 2030 n'existaient pas encore, ce qui là aussi illustre une mutation profonde et rapide des évolutions professionnelles du monde économique et des besoins des entreprises. Et enfin, troisième indicateur, plus récent celui-ci, après le Covid en l'occurrence, qui montre avec une belle faute d'orthographe qu'il y a eu une augmentation de 154% du nombre de recherches de bilan de compétences en France entre 2022 et 2021, ce qui là aussi illustre, en tout cas c'est l'analyse que j'en fais, un questionnement profond que les gens ont sur leur rapport au travail et dans ce monde en mutation, et encore une fois le Covid a un peu accéléré ces sujets-là. Je pourrais trouver tout un tas d'autres indicateurs qui illustrent le fait que le rapport que les sociétés ont au travail et à la connaissance et à la compétence sont en train de changer en profondeur, très lentement, ce qui m'amène à porter une analyse qui m'est propre, en tout cas l'analyse est la suivante, c'est que je pense, j'observe que le monde économique est tranquillement, lentement, mais sûrement en train de basculer du XXe siècle au XXIe siècle, où en gros au XXe siècle l'économie s'appuyait sur un socle de connaissances, de savoir, de savoir-faire, qui reste bien sûr important, mais qui n'est plus suffisant. Et on est en train de basculer, me semble-t-il, vers une économie qui, elle, va de plus en plus s'appuyer sur un socle de connaissances de soi, de savoir-être, ce qu'on appelle également le savoir-devenir, qui a des conséquences très importantes dans la vie quotidienne. Ce qui peut expliquer ça, vous voyez certainement tous les jours, c'est l'explosion notamment de l'IA, du digital, et de toutes les mutations profondes que connaît le monde en général, et en l'occurrence l'économie et le monde professionnel. Ce sujet m'intéresse tellement qu'il y a 2 ans, j'ai eu l'idée assez folle de commencer un doctorat pour explorer le sujet, des sujets qui s'articulent autour de ce dont je commence à vous parler ce soir. Et quand j'ai commencé mon doctorat, on m'a dit « Ah, tu vas voir, un doctorat, c'est hyper facile. C'est comme si tu étais au pied d'un mur et que toutes les briques qui constituent ce mur représentent les connaissances qui ont été posées par tes illustres prédécesseurs. Alors le mur n'est pas parfait, il y a quelques petites interstices, et il suffit que tu trouves le petit interstice qui va bien et que tu, avec ton doctorat, tu combles le trou. Bon courage et bonne route. » Donc effectivement, moi, je me suis dit, on va essayer de trouver un petit trou que je vais essayer de combler pour renforcer la connaissance à l'échelle mondiale. Et j'ai commencé donc un doctorat en carriérologie. Alors la carriérologie, non, ça n'est pas une secte. Oui, c'est un mot qui existe vraiment depuis une 50aine d'années. Et on pourrait dire, s'il fallait le rattacher à des champs disciplinaires plus connus, que mon doctorat s'articule, ou du moins s'ancre dans 3 champs disciplinaires, les sciences de l'éducation, la psychologie de l'orientation et les sciences de gestion. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais l'intersection entre ces 3 champs disciplinaires correspond au petit trou que j'essaie de combler dans ce mur de connaissances. Et donc la carriérologie, donc comme je vous disais, c'est un mot qui existe vraiment. On pourrait dire, c'est pas tout à fait le cas, mais j'ai même présenté comme ça pour vulgariser le propos, que la carriérologie, c'est la fusion entre le mot carrière et pédagogie. Carriérologie, pédagogie de la carrière. C'est pas tout à fait le cas, littéralement, carriérologie, étude ou science de la carrière.
Et donc, dans le cadre de mon doctorat, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur le sujet de sensibiliser des volumes très importants d'étudiants aux enjeux très individuels de l'orientation, la connaissance de soi, etc. Et je me suis dit, bon, on va commencer par faire un petit peu d'analyse étymologique pour essayer de comprendre la structure étymologique de ce mot-là. Alors, pour information, le mot carrière dérive du latin, qui est carus, qui a donné au fur et à mesure des siècles le mot carrosse, et notamment voiture, etc. En l'occurrence, véhicule à roues. Donc la carrière, littéralement ou étymologiquement, dérive d'un mot latin qui veut dire véhicule à roues. Je me suis dit, bah, c'est quand même étonnant, surtout dans une époque de changement climatique, etc. Et il n'empêche que, dans le cadre de mon doctorat, je fais un état de l'art, donc il m'amène à structurer, à comprendre d'où je pars, etc. Et donc je me suis dit, bah, tiens, on va essayer de faire une comparaison, filer cette métaphore du véhicule à roues pour essayer de comprendre depuis un petit siècle la morphologie des carrières des individus à l'échelle mondiale, à quoi ça ressemble en gros depuis une centaine d'années par rapport à tout ce qui s'est passé depuis un siècle. Donc s'il fallait filer la métaphore du véhicule à roues par rapport aux carrières dans la première moitié du XXe siècle, on pourrait comparer les carrières à un train, on appelle ça dans le jargon de l'époque de la vocational guidance, pendant lesquels les gens avaient une carrière assez linéaire, on ne se posait pas beaucoup de questions, c'est pas moi qui pilote, c'est tout droit, je ne change pas d'entreprise, c'est vraiment stable, hyper sécurisé, il n'y a pas de question du sens au travail, etc. C'est un train, ça file droit. Deuxième grande époque dans la morphologie des carrières depuis un siècle, les années 60-70, le monde commence à devenir un peu plus instable, les chocs pétroliers, etc. Les carrières des gens deviennent un peu plus protéiformes, un peu plus instables, un peu plus chaotiques. Je compare ça à un bus. Alors un bus, c'est toujours pas moi qui conduis, mais bon, je peux quand même demander d'arrêter, de me déposer sur le bord de la route, de tourner à droite ou à gauche si je demande un petit peu. Les carrières des gens deviennent un peu plus chaotiques, un peu plus fragiles, s'étirent un peu plus. C'est ni positif ni négatif. En tout cas, à l'échelle mondiale, il y a une fragilisation de la notion de carrière où les gens commencent à changer d'entreprise pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe. C'est une analyse factuelle. Et puis, en fin de compte, dernière grande étape radicalement différente, changement de paradigme important depuis le début des années 2000. Alors là, on change complètement de véhicule, complètement de terrain et complètement de pilote. C'est-à-dire que c'est la personne qui est pilote de son propre véhicule. J'ai pris un quad. Le quad suggère un terrain vraiment chaotique avec beaucoup de bosses, etc. Ça a donné le nom de ce qu'on appelle la période du life design, c'est-à-dire que les individus deviennent de plus en plus entrepreneurs de leur propre carrière. Et ça, effectivement, c'est un changement très important dans les sociétés et ça, me semble-t-il, ça doit impliquer des changements d'approche pédagogique. Donc je reviens à mon histoire d'accès à la connaissance. Et l'observation que je fais, c'est que dans un contexte où la connaissance reste importante mais n'est plus suffisante, puisqu'il y a des changements profonds de métier, etc., est-ce qu'il n'existerait pas une équation qui serait aussi puissante que les précédentes, 1 + 1 = 2, le B à bas, etc., aussi universelle, aussi simple à comprendre, qui permettrait aux gens d'accéder non pas à la connaissance, ça on les connaît, mais à la connaissance de soi, pour apprendre à s'orienter, choisir un métier, se faire recruter, gagner sa vie, etc., dans un monde où les carrières sont très chaotiques, au sens, encore une fois, au sens neutre du terme. Eh bien, c'est la question que je me suis posée, et c'est là que le chercheur va terminer son propos et va laisser la place au trouveur. Alors le trouveur, ce que je vous présente là, c'est le fruit d'une dizaine d'années de pratique auprès de milliers d'étudiants en France et à l'international, en l'occurrence en Asie. Je commence par un petit exercice. Vous allez identifier dans toutes les slides qui vont suivre le mot qui revient le plus souvent. Donc, ce sont des captures d'écran issues de magazines plutôt à caractère économique ou business que j'ai extrait depuis quelques années. Donc là, un extrait du Figaro. Je vous laisse le lire, vous le voyez bien. Ok. Un autre extrait du Monde avec le Covid, confiance. Troisième, Forbes, pourquoi les entreprises doivent miser sur la confiance. Normalement, vous me voyez venir. Quatrième, c'est les éco-entrepreneurs, quand la confiance doit impliquer le contrôle. Je ne vois pas, mais vous voyez très bien. Un autre extrait tout en bas, un petit article avec le mot confiance dedans. Je n'ai pas le choix que de vous divulguer la solution, parce que sinon je suis tout seul. La notion de confiance, un autre article plus récent du Figaro sur la place de la confiance des Français dans le monde de l'entreprise. Et encore un autre de Harvard Business Review sur la place de la confiance, et enfin un dernier où effectivement le mot confiance est central. Donc je ne vais pas vous demander est-ce que vous avez repéré le mot qui revient. C'est le mot confiance. Donc ce que je dis à des étudiants depuis des années sur la question de préparer sa carrière, je leur dis, mais en fin de compte, je vous invite à considérer qu'un contrat de travail signé, peu importe les modalités, freelance, CDI, peu importe les modalités RH, un contrat de travail qui est signé entre deux personnes, c'est d'abord et avant tout l'aboutissement d'un processus de confiance.
Donc en fin de compte, c'est facile de trouver un boulot. Il suffit de faire en sorte que quand je me présente pour un entretien, on ait confiance en moi, au point de vouloir me donner de l'argent tous les mois. Alors bien sûr, c'est pas aussi simple que ça se saurait. Pourquoi c'est pas aussi simple que ça? Parce que la confiance ne s'impose pas. C'est-à-dire que je ne peux pas forcer quelqu'un à avoir confiance en moi, de la même façon que vous ne pouvez pas forcer votre futur employeur à avoir confiance en vous. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous déconseille très sérieusement, dans un contexte notamment professionnel, de dire à quelqu'un « Ah, mais faites-moi confiance pour ce poste, pour ce projet, tout ira bien. » Parce que quand vous dites « faites-moi confiance », si on fait de la grammaire de bas étage, de primaire plutôt, vous donnez un ordre, faites-moi c'est de l'impératif, donnez un ordre, vous demandez à une personne, vous faites une injonction à vous faire confiance. Quand on y pense, c'est assez dissonant de faire ça. Je peux vous forcer à me donner 100 €, si je vous mets un couteau sous la gorge et vous dites « Donne-moi 100 €, a priori vous allez m'obéir. » Et si je vous force à me faire confiance, a priori c'est mal barré. Donc dire à quelqu'un, on a le droit de le faire, faites-moi confiance, c'est possible, mais quand on y réfléchit bien, c'est assez maladroit, parce que vous sentez que le projet vous échappe et vous vous raccrochez plus ou moins adroitement à un ordre, par pitié, faites-moi confiance. Donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que vous n'ayez pas à prononcer cette phrase, et que la confiance se dégage naturellement de vous, en tout cas pas la défiance, et encore moins la méfiance. Donc comment est-ce qu'on fait dans un contexte professionnel pour générer un tel climat de confiance, pour que les gens soient prêts à vous donner de l'argent tous les mois? Et bien pour ça, il y a deux leviers qui sont très faciles à comprendre, sur lesquels agir pour espérer créer un climat de confiance avec les gens que vous rencontrez dans un contexte notamment professionnel. Le premier de ces leviers, c'est le comportement. Votre comportement, que vous le vouliez ou non, envoie des signaux autour de vous. Vous ne pouvez pas vous lever un matin en vous disant « aujourd'hui je suis fatigué, je ne me comporte pas ». Donc que vous le vouliez ou non, votre comportement, c'est la combinaison de 3 paramètres, le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Le verbal, c'est les mots qui sortent de votre bouche. Pour acheter un pain au chocolat, vous présentez un entretien ou négocier un contrat, donc c'est les mots qui sortent de votre bouche. Le paraverbal, c'est l'intonation et le rythme de votre voix, pour être sûr que le message passe bien. Donc les mots sont les mêmes, mais vous insistez sur votre voix. Et le non-verbal, c'est tout ce qui émane de votre personne, mais qui ne sort pas de votre bouche, à savoir votre façon de sourire, de regarder les gens dans les yeux, de se serrer la main, de vous habiller, de marcher dans le couloir, etc. Tout un tas de signaux auxquels vous ne pouvez pas échapper, et qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, créent soit de la méfiance, soit de la défiance, soit de la confiance. Donc, le premier aspect, le premier paramètre, c'est maîtriser autant que possible son comportement pour espérer créer un climat de confiance. Mais ça ne suffit pas, parce que je peux avoir un comportement très aligné, par exemple si je suis un manipulateur, mais être un vrai tocard à l'intérieur, ou un charlatan. Donc le comportement en lui-même ne suffit pas. Il y a un deuxième paramètre qui est plus profond, qui est la responsabilité. Alors, je ne suis pas un expert en étymologie, mais en tout cas, je ne sais pas si je suis un expert en observation, mais j'observe la façon dont les mots sont constitués. Et le mot responsabilité, j'observe qu'il est constitué de 2 groupes de lettres. Un premier groupe de lettres, R-E-S-P-O-N-S, et un deuxième groupe de lettres, A-B-I-L-I-T-E. Donc il semblerait, à la simple observation de la façon dont le mot responsabilité est constitué, que la responsabilité de quelqu'un, ce soit la capacité, ability en anglais c'est la capacité à quelqu'un, la capacité de quelqu'un, pardon, à apporter une réponse, abilité. Donc s'il y a une réponse, c'est que ça suggère l'existence antérieure d'une question. Donc l'enjeu, en fin de compte, d'un recrutement, quand on y réfléchit bien, une entreprise qui recrute, c'est une entreprise qui pose une question. J'ai besoin de quelqu'un pour faire telle mission à partir de telle date pour tant d'argent. Point d'interrogation, qui peut m'aider? Et puis vous, candidat, alors moi je peux vous aider, voici mon CV, je sais faire ce dont vous avez besoin. Rencontrons-nous. Donc un métier, c'est une réponse qu'un individu apporte à une entreprise qui pose une question en échange d'argent. Et ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que le mot question et le mot quête ont la même étymologie en anglais, quest. Donc en fin de compte, savoir s'orienter ou trouver un travail qui va avoir du sens pour moi, c'est trouver les questions dans lesquelles je souhaite apporter une réponse par l'exercice de mon métier. Donc toute la question, c'est de se dire, mais quelles sont les grandes réponses auxquelles je veux apporter les grandes questions, auxquelles je veux apporter une réponse par l'exercice de mon métier. Donc c'est là que le trouveur a commencé à intervenir. Je me suis dit, il faut que les gens s'appuient sur leur talent. Donc ça, a priori, rien de nouveau. En fait, je n'ai pas inventé grand-chose, j'ai juste essayé de trier les talents que nous avons tous en 2 catégories. Une première catégorie de talents que j'ai décidé d'appeler « be », pour être ce que vous êtes, et qui correspond à tous les aspects de votre personnalité, vos traits de caractère, votre tempérament, toutes vos qualités propres et absolument uniques, qui fait que nous sommes tous des êtres absolument uniques, to be. Donc, première catégorie, je mets là-dedans tous les aspects uniques de chaque personne. Deuxième catégorie de talents que j'ai décidé d'appeler have, pour avoir, qui contient toutes les compétences, les expertises, les savoirs, les connaissances que vous avez sur un sujet, que vous avez accumulé tout au long de votre vie, et que vous pouvez mobiliser dans tel ou tel aspect de votre vie professionnelle ou extra-professionnelle pour faire des missions. Et donc l'enjeu d'une quête professionnelle, c'est d'identifier tout simplement les métiers ou les contextes professionnels
qui pourraient nécessiter à la fois des aspects de votre personnalité, qui correspondent à ce que vous êtes, facile, et des compétences que vous avez et que vous êtes en train d'acquérir. Alors le propre d'une carrière, par définition, c'est que c'est assez long, c'est à peu près toute la vie. Et puis en fonction du président d'un exercice, ça peut être encore plus long ou moins long. En tout cas, c'est au moins une quarantaine d'années. Et on ne peut pas toujours demander aux personnes d'avoir une vision claire sur les 40 ans à venir, parce que par définition, surtout dans un monde changeant, c'est pas facile de se projeter déjà sur 2-3 ans, alors sur 40 ans, c'est compliqué. Et qu'est-ce qu'on fait dans la vie quotidienne pour regarder quelque chose qui est très loin, pour en voir une vision nette? On utilise des jumelles. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde dans des jumelles? On regarde à travers deux oculaires, donc deux yeux regardent à travers chacun leur oculaire, et on voit ce qu'il y a au loin, de façon très proche, en une seule vision. Eh bien, le modèle Behave, c'est un peu la même chose. Ça consiste à regarder à travers ce modèle-là, qui vous êtes et les compétences que vous avez, pour identifier à terme, et ça peut prendre une vie entière, le temps d'identifier tout ça, les contextes professionnels qui combinent les deux. Non seulement vous pouvez vous attendre à ce que les métiers qui sont dans cette zone d'intersection vous plaisent, parce que ça s'appuie sur ce que vous êtes et les compétences que vous avez, mais que ça vous plaise tellement que ça se voit dans votre comportement, puisque behave en anglais veut dire se comporter. Et c'est là qu'on reboucle avec le premier paramètre à activer, le comportement est en fin de compte le fruit d'un résultat d'introspection et de réflexion personnelle sur sa mission professionnelle. Donc si je reviens, et je termine bientôt, à la fameuse équation dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'il n'existerait pas une équation aussi universelle, aussi puissante et aussi simple à comprendre que 1 plus 1 égale 2 et que B plus A égale BA, qu'on apprend à tous les enfants sur Terre depuis des siècles probablement? Eh bien, vous venez de découvrir cette équation que je vais vous mettre sous les yeux de façon encore plus claire. L'équation et mon enjeu mégalomaniaque, c'est de faire en sorte que cette équation vraiment un jour devienne indispensable, qui permet d'accéder non pas à la connaissance, mais à la connaissance de soi. C'est l'équation B plus A égale Behave, qui vous permet de comprendre que pour créer un climat de confiance par votre comportement, plus vous êtes clair sur qui vous êtes, plus vous êtes clair sur les compétences que vous avez, plus vous serez clair sur les métiers qui combinent les deux. Donc pour reboucler définitivement avec le thème de ce TEDx, entre hier et aujourd'hui, je dirais que au XXe siècle, pour préparer sa vie professionnelle, et c'était bien, on apprenait 1 plus 1 égale 2, mon enjeu c'est de faire en sorte qu'au XXIe siècle, pour préparer et gérer sa vie professionnelle, on apprenne en plus que B plus A égale Behave.